Oh, l'exercice difficile qu'on me demande encore. Eh ben, dis donc, je vais avoir du boulot. Podcast Bowie. Eh oui, qui est David Bowie? David Bowie, je pense qu'il est l'artiste à l'ère des réseaux sociaux qui a suscité. Enfin, je sais pas si c'est moi qui suis ami qu'avec des fans de rock mais, ou de musique, parce que là, on touche même plus au rock, on touche à l'art total. Et même au mime et au théâtre, etc. Et c'est pour ça que ça va être très dur de condenser tout ça. Mais qui est David Bowie et pour comment commencer aussi à découvrir sa discographie, quelle est sa meilleure période, pourquoi Bowie, à mon sens, a fait absolument que des chefs-d'œuvre quasiment. Allez, on peut un peu trouver moyen deux albums dans les années 80, ça me concerne, ça me regarde. Et j'ai un chroniqueur qui est pas là souvent, c'est Benjamin Durand. Et du coup, bon, on va essayer un peu d'en débattre. Quand on a essayé de préparer cette émission, ça c'est quand je fais style qu'on travaille, on s'est dit quelle est la période préférée de Bowie. Est-ce que c'est la période glam? Est-ce que c'est la période Berlin? Après moi j'ai dit mais est-ce que ça serait pas tout simplement la période de la fin de vie de Bowie? Voilà, et puis voilà, un artiste qui a fait beaucoup de live, un artiste que j'ai eu la chance de voir, mais grâce à toi d'ailleurs mon chroniqueur d'amour, dans une histoire absolument incroyable. Mais ça je le ferai un podcast où je le raconterai parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt pour l'auditeur qui veut entendre parler de David Jones. Par où on commence, Benjamin? Il est anglais, David Bowie, c'est bien de commencer comme ça. Et il est né À Brixton, à Brixton en... le 8 janvier 1947. Voilà, la même année que Ronnie Wood. Et au même endroit que Brixton 95 Academy, j'ai dit. Je plaisante. Donc né en 47, etc. Artiste dès sa plus tendre enfance, essayant de toucher à tout, fan de théâtre, fan de mime, etc. Qui se cherche, qui essaye de faire du swinging London, des morceaux super légers, que moi que j'adore. Des fois j'écoute des morceaux des premiers albums de Bowie, de la période des rames, comme j'appelle ça. Et c'est déjà presque aussi fort que Ruby Tuesday et She's Living Room réunis. Et après, il fait Space Oddity qui se vend pas. Il essaie de le Ah, faire. si. Enfin, il se vend en Angleterre. Enfin, le single Voilà. se vend, mais Ouais, l'album ouais, non. Voilà, je parlais de l'album. Enfin voilà, vas-y, aide-moi. Je suis là. Euh, Par où commencer? Ouais, bah, c'est bien ce que je te disais avant de c'est dire. bien Ok, la- podcast David Bowie, mais C'est bien l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir commencer un petit peu n'importe où, et je pense que Bowie, effectivement, se prend sur n'importe quel angle. Euh, à l'époque où... les gens connaissent quoi? Let's Dance, quoi, le commun des mortels. Ça dépend, je crois que ça a assez En évolué. France. Je crois que ça a assez évolué aujourd'hui. Les vieux, effectivement, ont connu Bowie de manière mainstream avec Let's Dance, mais je crois que des générations plus jeunes ont eu Bowie avant tout parce que c'est sans doute l'influence la plus citée dans les interviews par les groupes, n'importe quel groupe qui peut les intéresser à un moment donné, quoi, parce que il est à la fois plébiscité par des gens comme Madonna, comme par des groupes indés un peu plus obscurs. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Ce qui est incroyable, c'est que même si on ne parle pas de musique exceptionnellement pendant 30 secondes dans cette émission, je veux dire, écoutez n'importe quelle interview de Bowie de n'importe quelle époque, et ça vous donnera envie d'écouter sa musique. Je veux dire, j'ai le souvenir, un lien que je vous invite vraiment à aller voir, une interview déplorable d'ailleurs, parce que Frédéric Becbédé est terrible en interview, et on voit qu'il ne connaît pas son sujet. Un peu à l'image d'Antoine dans son émission Antoine et ses copains. Et vous avez Bowie qui prédit Spotify en 2000, quoi. Bah, je veux dire, et qui a tout compris, et qui anticipe, qui est carrément futuriste et un futur réel. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Et c'est un peu, on retrouve ça pas mal dans toute sa discographie, quoi. Je veux dire, il a besoin de nous faire rêver, de nous faire rêver à un futur, etc., à l'espace et tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'après, il avait tout anticipé. Voilà, et puis moi, ce que j'aime dans la musique, c'est pas un mec qui me raconte, ouais, j'ai bien chié ce matin, j'ai mangé des pizzas, quoi. Voilà, le mec te fait voyager d'une façon absolument incroyable. Et dès Space Oddity, le single, quoi, je veux dire, c'est quand même un ovni. C'est incroyable d'ailleurs que ça soit pas autant reconnu, parce que c'est reconnu depuis qu'il est mort peut-être, mais est-ce que c'est vraiment
En termes de vente, c'est ridicule les Bowie avant la période MTV, non? En tout cas, autour du monde, oui, mais en Angleterre, sa période glam est un gros succès. Moins que Et, Marc Bolan. en termes de vente de singles, oui. Ouais, Mark Bolan voilà. était un vendeur de singles avant tout. Bowie moins. Mais Bowie va réussir à avoir son succès américain grâce à John Lennon sur Fame en Ah, 1975, c'est un joli coup de pouce. bien sûr. Et va devenir une vraie vedette attraction américaine à partir de ce moment-là. Mais il revient en Europe pour s'installer à Berlin à partir de l'album Low. Ouais, Et la il va trilogie enchaîner avec berlinoise, Heroes et ensuite Lodger, bien sûr. où il est avec Iggy Pop, etc. Et où là, il va complètement influencer et traumatiser les enfants du punk qui vont faire ce qu'on appelle le post-punk et bah voilà, notamment tout ce qui est le post-punk de Joy Division, etc., doit énormément à cette période berlinoise de David Bowie parce que c'est lui qui a introduit toute la culture de ce qu'on appelle le krautrock allemand, tous ces groupes comme Neue, Cannes, et évidemment les Beatles de l'électronique, le groupe Kraftwerk, Ouais. que Bowie a magnifiquement digéré à partir de Station to Station et donc dans Low Heroes et Lodger. Alors, ce qui est marrant, parce que si on parle vraiment des vieux de la vieille, des gens qui aiment le rock, etc., tout le monde te parle de la période Ziggy avec un Mick Ronson flamboyant, qui est un peu un espèce d'arrangeur génial. J'avais comparé à Tyler par son jeu lyrique, ces espèces d'oiseau volant, mais c'est un talent beaucoup plus fort que Taylor, parce que c'est aussi un arrangeur, un producteur, etc. Et que Bowie a essoré pour après faire autre chose, parce qu'encore une fois, s'il y a bien un artiste qui a toujours voulu se renouveler et prendre des risques et tromper son monde, c'est bien lui. Donc là, les gens souvent se disent ah oui, Bowie, j'adore la période Ziggy, donc ce qui se résume finalement à aller The Man Who Sold the World, même pas The Man Who Sold the World, non, Hunky Dory et Ziggy Stardust. Et après, Et Aladdin Sane, et Aladdin Sane, pardon, bien sûr. Et puis on va pousser jusqu'à Pin-Ups quand même. Enfin, on pourrait faire des débats sur chaque album, c'est extraordinaire. Mais finalement, c'est comme s'il y avait 10 artistes dans Bowie, quoi. On pourrait croire que c'est un groupe différent. Voilà, il y a cette période-là. Ensuite, à la période Young Americans, qui est qui est assez rapide avant qu'il fasse Station to Station. Enfin, voilà, il change tout le temps. Enfin, c'est vraiment. Et après, il y a la période MTV, Let's Dance, etc. Et un peu de flottement, parce qu'il en a ras le cul, et parce qu'il a plus envie de faire ça, et qu'il fait Team Machine, ce qui n'intéresse pas grand monde. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que Bowie est sensible, a les oreilles ouvertes sur quelque chose que ses contemporains ne voient pas arriver, c'est-à-dire la digestion très particulière du punk rock anglais par les Américains, et notamment à travers un groupe primordial qui est les Pixies. Voilà. Bowie a été traumatisé par les Pixies. Et dès le début, bien sûr, Little, ou non, tout à fait. À mon avis, dès Surfer Rosa, Ah ouais, d'accord. je pense. Enfin, c'est vraiment preuve que ce mec il cherchait des disques, quoi. Tout à fait. Ce qui Tout à fait. n'est pas le cas de plein de grands artistes qu'on adore ici, je veux dire. Keith Richards, si t'es pas aveugle et que t'es pas né dans le Minnesota en 39, je veux dire, il en a rien à foutre de ta gueule. Il cherchait des nouveautés, quoi. Jagger se revendique de chercher des nouveautés, mais il en trouve pas et il cherche mal. Bowie, c'est un Jagger est fouineur. obsédé par le succès. Bowie cherche à comprendre le monde dans lequel il vit. C'est Ouais, pas du mais tout c'est pareil. ça, mais c'est ça, vous avez tout à fait raison. Et il y a une période, moi, de Bowie, enfin après, elle est vaste, hein, mais de 93, où il Ouais. s'inspire, Black de Tie, White 82, Noise. Black Tie White Nose et Outside, où il s'inspire de Nine Inch Nails et tout ça. Et ensuite, il suit un peu le courant Prodigy avec Earthling, etc. Et il fait 2 albums, moi, que je trouve, voilà, qui devraient être dans les 600 plus grands albums de tous les temps, de Rolling Stone Magazine, de Rock and Roll. Rolling Stone, non, parce que c'est des Américains, donc ils préfèrent mettre Thriller, mais... et il y a Eaton et Reality qui sont formidables, quoi. Et puis toujours sur scène, c'est génial, puis c'est jamais pareil. Enfin voilà, c'est un casse-tête quand même assez incroyable. Et c'est difficile, je pense, pour
pour les gens de s'identifier à une période et à se dire j'aime ce style de musique tellement ce style de musique est multicolore. Oui, mais c'est une vie dans toute sa complexité, et c'est ça qu'il a voulu donner en spectacle. C'est quelqu'un de traumatisé, enfin c'est un enfant de la guerre, et c'est pas du tout un hasard si les obsessions de l'apocalypse, du déclin ont toujours été présents dans son œuvre. Donc le déclin de la société, mais son déclin personnel également. Et c'est quelqu'un d'extrêmement lucide, qui a toujours été très très lucide par rapport à ce qu'était le show business, et qui a surtout voulu rester maître de la situation et maître de son destin. Et ce qui est incroyable, c'est que être maître de son destin jusqu'au point de nous pondre Black Star qui sort 2 jours avant sa mort, et où il met en scène dans ses clips sa propre mort et la mort aussi de Major Tom, avec ce clip de la chanson Black Star où on voit carrément le squelette de Major Tom qui est une métaphore de sa propre mort qui intervient vraiment 1 mois après l'enregistrement. Je vous invite non seulement à revoir les clips, même si c'est pas forcément facile, mais surtout à voir le fameux documentaire, je crois, de la BBC sur The Last 5 Years, quoi, où il a caché à tout le monde qu'il était malade et où il s'est dit je vais faire cet album en jetant ses dernières forces, et on entend des prises isolées. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui dépasse vraiment le rock ou même l'art de la musique. On touche à quelque chose de shakespearien, pour dire une référence que je ne maîtrise pas, mais enfin, c'est vraiment Bowie, c'est quand même fascinant, et du coup, si je te pose la question, je suis pas certain que tu puisses me répondre sur quel est ton album préféré de Bowie, tellement que la question n'a pas de sens. C'est peut-être le seul artiste pour la question n'a pas de sens. Alors je te la pose. Ah bah oui, mais pour autant, pour moi la réponse est assez claire, ce sera l'album Low, bien sûr. Ah oui, je sais que tu penses ça. Alors je suis très curieux. C'est aussi con que de dire. C'est comme si tu disais qu'Out of Forest c'était ton préféré des Stones. Ah, c'est le cas en fait. Mais non, mais je sais bien, c'est pour ça que je fais référence à un podcast que vous avez enregistré, vous, si tu veux, Ah oui, c'est en vrai. 2016. Je m'en souvenais plus. Oui. Donc Low, d'accord. Alors que moi je serais plus terre à terre, encore une fois, comme je le suis avec les Beatles et les Stones, mais même si c'est pas possible. Ouais. Et ça veut dire quoi Station to Station. Station to Station, c'est tellement pas la musique que j'ai l'habitude d'écouter que ça me surprend que je trouve ça à ce point-là génial. Après, sur scène, je suis pas forcément toujours emballé, surtout dans les années 70, qui reste globalement en musique une période que j'apprécie beaucoup, mais je suis pas forcément emballé par David Live et Stage. Mais non, ouais, Station to Et le Nas au Coliseum. Ouais, bah c'est bien, mais je suis bien content d'avoir récupéré ça, puisque c'est la tournée Station to Station, et ça vaut surtout par cette version d'ailleurs de Station to Station qui ouvre le concert. Mais sinon, non, je serais incapable, j'arrive pas pour moi, il y a 15 David Bowie. Je trouve que Scary Monster est un album génial, je trouve que Let's Dance est génial. Je vous dis ceux que j'arrive le moins à écouter. Après, il y en a que je connais peu. Diamond Dog, je le connais mal. C'est ça qui est génial, c'est que j'ai encore à découvrir des trucs. J'aimerais bien que ce soit le cas avec d'autres artistes qui ont une palette beaucoup plus réduite, du coup. Mais voilà, David Bowie, c'est compliqué, c'est complexe, et j'espère que dans l'émission, on aura des débats plus ciblés sur telle ou telle période, etc. Mais en tout cas, ça sera notre première incursion dans David Bowie qui flottera toujours sur l'émission, parce qu'on est tous, toute l'équipe, et Nathalie et tout le monde et tous les chroniqueurs sont fans de Bowie, et ça reste quand même le maître absolu, et c'est au-delà de Dieu. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.